tableau synoptique de ce que chacune ou chacun a pu faire de Lacan après sa mort, après qu'il n'ait plus été là. Et j'ai été frappé par cette extraordinaire disparité entre certains textes qui montraient que ça n'avait pas bougé, qu'il y avait une sorte d'arrêt qui s'était produit, d'autres textes qui maintenaient ouverte, au-delà de l'agacement lié à ce style incompréhensible, ouverte la question que, eh ben non, décidément, l'analyse qu'il avait ouverte, qu'il avait rendue possible, qui n'était plus, comme tu l'indiques, qui n'était pas possible d'enfermer dans des œuvres complètes. Cette analyse-là, que même s'il n'en avait qu'une approche très distante, très lointaine, restait pour elle un point cardinal, qui était important. Et c'est moi ce qui m'a frappé, c'est la persistance de la cardinalité de l'apport de Lacan, tant chez ceux qui ne le connaissent pas ou très peu, que chez ceux qui, après sa mort, ont fait quelque chose d'autre. C'est-à-dire on produit quelque chose qui n'était plus strictement du Lacan, mais qui s'inscrivait dans une suite, c'est-à-dire dans le fait que, contre toute affirmation selon laquelle Lacan mort, tout était terminé, il n'y avait plus qu'à l'étudier et le répéter, donc le psalmodier, il était urgent de faire un pas qui nous permette de sortir de cette forme d'accablement lié à sa mort pour trouver justement à partir de cette mort une forme de légèreté qui permettait de passer à autre chose. Et j'ai trouvé que je ne sais pas si vous aviez en tête de ce que tu avais en tête, ce que tu allais trouver au moment où tu as lancé ce projet à l'initiative de Thierry Marchès, mais je suis frappé pour ma part par la cardinalité et les deux dimensions d'une mort qui soit fige et accable, soit au contraire produit une sorte, tu parlais de gai savoir, une sorte de légèreté qui s'en va au vent et qui chante le gai savoir. Alors, d'abord, je n'avais pas du tout d'idée préconçue, évidemment, sur ce qu'allait donner ça, bien sûr. Et en fait, en t'écoutant, je me dis, peut-être un terme qui m'a un petit peu guidée, c'était le terme d'improvisation. C'est-à-dire que comme une improvisation musicale, c'est-à-dire qu'il y a une phrase, tu vois, tu as un thème comme ça, tu as quelques notes, et puis, en fait, chaque auteur s'est trouvé à improviser autour de ce thème. Alors, tu as des improvisations plus fleuries, voilà, d'autres plus je sais pas quoi, plus classiques, enfin, après on peut trouver des tonalités, une panoplie ou des tonalités très différentes. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment comment improviser à partir de l'objet ou du signifiant. D'accord, tu vois, c'est pas nécessairement parce que dans ces lettres, il y en a qui l'ont écouté, qui l'ont lu, qui ont été dont ils ont été l'analysant. Donc il y a vraiment d'autres, pas du tout. Donc tu vois, il y a quelque chose qui a été vraiment cette ouverture-là. Moi, c'était ça que j'avais envie de proposer, c'est-à-dire, ben voilà, c'est ce thème, c'est une improvisation, c'est une figure libre. Et après, voilà, en fait, vous jouez avec ça, quoi. Avec l'instrument qui sera le vôtre. D'où le fait que certains jouent au chat et à la souris, en déclarant un anonymat qui était plutôt drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était tellement... ça m'a permis, par exemple, de savoir ce que c'était que l'ornithorynque. Oui. Je ne pensais pas que la lecture des lettres à Lacan allait... Tout est possible. À la découverte de ces charmants animaux. En fait, c'est ça qui est très bien avec Lacan. Oui, c'est que quand tu le lis, tu peux aussi bien préparer un dîner. Ah, fort bien, oui. Tu vois, sans te couper l'appétit. Voilà. Que d'être doctorante en paléo... Voilà, je ne vais pas arriver à le dire, mais donc il y a là effectivement une possibilité, ça ouvre le champ des possibles. Tant et si bien. Oui. Que cette fameuse
ce champ des possibles, ça, c'est ce que je trouve aussi intéressant. C'est, comme le dit Foucault, je sais que Jean aime bien Foucault. Bien. Oh, plus que ça. Voilà. C'est de la rage. Voilà. Eh bien, Foucault dit de ses livres la chose suivante, que j'ai trouvé très appropriée à notre objet là. Ouais. Foucault dit ceci, à propos de ses livres donc, tous mes livres, que ce soit l'histoire de la folie ou Surveiller et punir, sont de petites boîtes à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, telle idée, telle analyse comme d'un tournevis ou d'un dessert-boulon pour court-circuiter, disqualifier, casser les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là même dont mes livres sont issus. Eh bien, c'est tant mieux. Voilà. Eh bien, c'est le moment, c'est la période de Noël, donc on est en train de se demander quel cadeau on peut faire, etc. Eh bien, et parfois on achète des petites boîtes à outils. Je ne sais pas si ça arrive avec des tournevis, des machins, etc. Eh bien, ceci est une boîte à outils. Une boîte à outils avec des petits tournevis, des desserts-boulons, pour dire que c'est un mot nouveau pour moi, mais enfin, en tout cas, voilà. Et donc, voilà, ce que je trouvais intéressant, c'est que chacune de ces lettres peut être lue comme ces petites choses comme ça qui desserrent un peu, voilà, et j'ai trouvé ça aussi assez intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. De quoi? De ça, du dessert-boulon. Oh, je voudrais plutôt rebondir sur cette affaire de gaieté. Allez. Ça marche avec le dessert-boulon. Si je vous dis une phrase que je vais vous dire, vous n'allez plus jamais pouvoir être déprimé. Oh, il faut la noter. C'est une citation de Lacan à propos de la mélancolie, qui dit quelque chose de tout à fait simple. Il dit que la mélancolie, c'est une faute morale. Ce que je trouve extrêmement vrai, notamment parce que quelqu'un qui est mélancolique, sa mélancolie produit un certain effet sur son entourage, et un effet qui a été identifié même par les psychiatres depuis avant même la psychanalyse, je crois bien, a été reconnu une violence exercée sur l'entourage. Donc la mélancolie est une faute morale en ce sens que on peut quand même éviter d'exercer sur l'entourage une certaine violence, d'autant plus vive que finalement on se présente comme quelqu'un de souffrant, comme quelqu'un qui n'a que des idées noires, comme quelqu'un qui pense au suicide, comme quelqu'un qui dit que rien dans la vie ne vaut le coup, etc., etc. Et je pense que cette gaieté, elle renvoie à la tristesse mélancolique en quelque sorte. Et que Lacan, c'était même pas une question de morale, c'est-à-dire il n'en a pas fait une règle morale. Mais à partir du moment où il constatait, où il avait noté ça, que la tristesse est une faute morale, à partir de ce moment-là, je crois que, d'une certaine façon, de fait, et pas tellement pour des raisons de règles morales, il ne pouvait qu'être gai. Et c'est une gaieté, c'est la gaieté du jeu. À propos d'improvisation, tu parlais d'improvisation, les séminaires étaient quand même assez largement improvisés. Et il avait travaillé le week-end, parce qu'on n'imagine pas quand même 2 heures d'exposé toutes les semaines du début octobre à la mi-juillet, hormis les vacances scolaires. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et donc il travaillait beaucoup, évidemment, notamment
durant le week-end, parce que dans la semaine, il recevait énormément de monde. Et donc, voilà. J'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Improvisation. Hein? Oui, improvisation, merci. Il y avait un côté improvisé et il y avait aussi un côté qu'il, d'ailleurs, il a revendiqué à la fin. Il a affirmé, et je crois que c'est exact, que chaque séminaire apportait quelque chose de nouveau. Vous imaginez? C'est assez, il y a quelque chose de, je dirais presque de monstrueux. Et tout ça donc sur le fond de cette gaieté, qui n'était pas une gaieté affichée, qui n'était pas une gaieté pesante. C'était aussi une sorte de disponibilité, sa gaieté. J'étais très frappé, ayant été en analyse avec lui, j'étais très frappé, par exemple, de ce qui se produisait quand on était assez nombreux. Il y avait 2 salles d'attente. Chez lui, il y avait une petite pièce où il arrivait qu'il y ait 2-3 personnes, et puis il y avait la bibliothèque où il pouvait y avoir 5-6 personnes. Donc il y avait 8 personnes là qui attendaient. Et il se présentait dans l'une ou l'autre pièce et il faisait signe à quelqu'un que c'était le moment de se présenter sur le divan pour une séance d'analyse. Eh bien, en dépit de tout ce monde, on avait le sentiment, quand on rentrait, tu pourras me confirmer, Jean-Henri, on avait le sentiment, quand on rentrait, qu'on se mettait sur le divan, qu'il avait tout son temps. C'était très, très, très incroyable comme effet. Même si la séance d'analyse allait durer un temps extrêmement bref, on avait le sentiment qu'il avait une espèce de disponibilité incroyable. Il n'apparaissait absolument pas pressé par tous ces gens qui attendaient. Et ça aussi, je l'attribuerais volontiers à sa gaieté. Voilà, juste 2-3 mots comme ça.